j'ai grandi quand même avec l'idée que c'est à Paris que ça se passe. Et je pense qu'on a tous grandi avec cette idée parce que notre culture, elle est très très centralisée pour tout, au niveau administratif, mais pas que en réalité. C'est comme un passage obligé quelque part. Et un endroit où c'est là où il y aurait les jobs intéressants, c'est là où il y aurait, où il faudrait être, quoi, parce que c'est là où ça se passerait. Il y a 10 ans, je commence un nouveau travail. Je suis embauchée à ce moment-là dans un nouveau magazine, parce que je suis journaliste en presse écrite. J'habite à Saint-Ouen, sur Seine, comme on dit maintenant. On a, avec mon mari, acheté une maison. On est 4, on a 2 enfants. À ce moment-là, ils ont 5 ans et 1 an et demi. Et au moment où je trouve ce nouveau travail, mon mari, lui, qui a été très marqué par les attentats de Charlie Hebdo, voulait partir de Paris. Mais moi, je veux pas. Je veux pas m'enfuir. Donc je dis non. Et je temporise, je dis écoute, calme-toi. Et en fait, il est contrôleur de gestion à ce moment-là. Ça fait 20 ans qu'il fait ça. Il n'a pas choisi ça par passion des chiffres ou par vocation. Lui, il voulait être journaliste sportif. Voilà, il est sportif de haut niveau. Il est en équipe de France de foot américain. C'est sa passion. Enfin voilà, il a toujours aimé le sport. Et en fait, il entame une reconversion. Donc en 2015, c'est l'année où moi, je démarre un nouveau travail. On a cette maison où on est bien installé, mais lui, il se reconvertit. Et donc, il passe de contrôleur de gestion à journaliste pigiste. Donc moi, il faut que je tienne mon job. Je suis chef de service dans un grand magazine français qui parle de psychologie. À ce moment-là, quand même, ma jauge d'énergie, elle est pas très haute. En fait, 2 ans avant, j'avais eu une expérience de boulot un peu compliquée. Et j'ai un peu enterré ce truc-là en me disant « Oh, bon, on y va, on avance, c'est pas grave. » Comme si c'était rien passé, un peu. Bon, sauf que dans les faits, quand même, ce truc-là, comme je le regarde pas trop, ça pèse un peu. Et puis le quotidien, c'est dur. Parce que je suis toute seule à gérer les 2 enfants. Andrea, ma fille, elle est petite, elle a 1 an et demi. Moi, je démarre un nouveau boulot, je fais des gros horaires. Et je me mets un peu la pression quand même. Moi, aborder mon métier de journaliste par le prisme de la psychologie, ça me passionne. J'ai toujours bossé dans des magazines féminins, donc c'est un angle, un prisme très consumériste d'une certaine façon. Et là, c'est toujours consumériste, puisqu'on est encore dans un magazine féminin. Néanmoins, il y a ce prisme de la psychologie et de l'estime de soi. Et donc, il y a cette dimension supplémentaire où on va aborder le soin de soi, le soin qu'on s'accorde, en lien avec aussi l'estime qu'on se porte et comment ça la nourrit. Et moi, ça me touche, ça m'intéresse. Mais j'arrive quand même un peu au bout de ce prisme consumériste qui me fatigue. Et moi, à ce moment-là, j'ai aussi une prise de conscience écologique qui était déjà là depuis un moment. J'achète très peu de choses neuves. Je fais attention, on regarde ce qu'on consomme. On est déjà dans une démarche, tu vois, du quotidien où on essaye de faire notre part, même si ça paraît dérisoire, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience écologique. Et moi, mon bureau, c'est quand même le 7e continent, tu vois, parce que tous les jours, il y a des coursiers qui arrivent, envoyés par les marques de cosmétiques, pour partager avec nous les nouveautés, pour qu'on puisse en parler dans nos pages. Et il y a aussi un autre élément de contexte dans le quotidien qui est très dur, c'est que en bas du bureau où on est, à Stalingrad, il y a un village de migrants. Je dis village parce qu'il y avait presque 8000 personnes, je crois, à l'époque, des femmes, des hommes, des enfants. Et donc tous les jours pour aller travailler, je traverse ce village de personnes qui vivent dehors. C'est extrêmement éprouvant au quotidien, donc on fait ce qu'on peut pour les aider,
On s'organise, tous ces produits cosmétiques, tous ces produits d'hygiène, on s'organise pour les donner aux assos qui sont là en bas et qui travaillent pour aider ces personnes. Mais en fait, tout ça, c'est pas assez. Et c'est de moins en moins assez. Et là, mon père tombe malade. Il a un cancer. Moi, j'ai perdu ma mère il y a très longtemps. Et donc, il me reste plus que lui. Et donc, évidemment, j'ai très peur pour lui. Il vient à Paris se faire soigner. Et je l'accompagne. Donc voilà, dans mon quotidien, il y a cette dimension supplémentaire d'aidante d'une certaine façon où il dort à la maison, il vient, je l'accompagne à l'hôpital, on va voir l'oncologue, voilà. On est l'hiver 2018 et c'est vrai que toutes les dernières années, elles commencent vraiment à peser en fait. J'ai le dos qui se bloque. La nuit, je me réveille et je suis en nage comme si j'avais la fièvre. Le matin, je me lève et j'arrive plus à respirer. Mais je me dis, non, mais c'est rien, ça va passer. Je vais un peu chez l'ostéo, je prends des petites plantes. Je me dis, bon. Et un jour, il faut que j'accompagne mon père chez l'oncologue. Et à ce moment-là, il y a un plan de licenciement, un plan social qui est en cours au sein du magazine. Des gens vont être virés, tu sais pas combien, tu sais pas qui, enfin tout ça, voilà, c'est très très long. Donc tout ça est en cours, j'ai vraiment les nerfs. Et je prends la voiture, je vais chercher mon père, on arrive chez l'oncologue. Et donc, je pose des questions avec mes sœurs. On a plein de questions sur le cancer de notre père. Voilà, le mec, c'est un ponte, c'est le big boss du service d'oncologie. Et nous, on a besoin de réponses. Par rapport à notre père, on est inquiète avec mes sœurs. Donc, j'ai préparé des questions et je lui pose des questions. Je lui dis, voilà, à quel stade en est le cancer de mon papa Et il me dit, mais vous, là, vous vous occupez de vous, là? Je dis, pardon, je ne comprends pas, en fait, de quoi vous me parlez. Il me dit, oui, vous faites des mammographies. Parce que votre mère, elle est où, votre mère, là? Donc je dis, ma mère, elle est décédée d'un cancer du sein il y a quelques années. Il me dit, vous avez entendu parler d'Angelina Jolie? Et donc je suis, tu vois, à ce moment-là, abasourdie, quoi, sidérée. Je vois bien ce qu'il veut dire. Et donc, en fait, le mec, ce médecin, cet oncologue, ce ponte, sait très bien que ma mère est décédée d'un cancer du sein. Il sait très bien que, voilà, ce qui se passe. Et là, il me dit, mais vous savez, vous devriez... Enfin bon, moi, je vous dis ça, je vous parle comme si vous étiez ma fille, hein, parce que j'ai une fille qui est à peu près votre âge. Bon, moi, je serais vous, je ferais des analyses génétiques pour voir, hein, parce que... Bon, voilà, quoi. Là, il y a un truc qui s'ouvre. Ce mec m'a vraiment mis le coup final qui me fait plonger vraiment. Il y a un trou noir qui s'ouvre et je commence à pleurer. Et en fait, je m'arrête plus. C'est-à-dire que je m'arrête et puis dès que quelqu'un me dit « Bonjour, ça va ?» Et ben là, je me mets à pleurer. Et donc, au travail, j'arrive le matin, faut vraiment que je prenne sur moi. J'arrive à travailler un peu et je suis obligée de m'interrompre parce que je me mets à pleurer. Donc je vais fumer une cigarette ou prendre un café pour pleurer un peu. C'est des pauses qui durent de plus en plus longtemps. Et donc là, on est au mois de juin et ça dure comme ça jusqu'au mois de septembre. Parce que aussi, je veux tenir. Tu vois, j'ai ce truc de me dire, ils m'auront pas. Je m'accroche à mon job, je m'accroche à mon quotidien. C'est complètement con. C'est complètement fou quand j'y repense. À quel point je me suis accrochée, quoi. À quel point j'ai surinvesti cet enjeu-là du travail. Jusqu'à courant septembre, j'arrive à tenir bon. Et puis un jour, je vais quand même voir le médecin, poussée par des collègues, des amis. Je vais voir le médecin généraliste, elle m'arrête. Et au bout de 2 mois, je décide
parce que je décide aussi de me dire que ça va un peu mieux. Et donc, je retourne travailler. Et j'arrive au bureau. J'ai mis une armure, en fait. Quand je me revois, c'est-à-dire que j'ai mis des bagues partout. J'ai un collier qui est énorme en métal, qui me prend toute la poitrine, tu vois, qui me couvre toute la poitrine. Et j'arrive au travail. Je suis en mode guerrière. Je me dis, ouais, vas-y Valérie, vas-y, tu vois. Qu'est-ce que j'ai à prouver? Rien du tout, mais bon, j'y vais comme ça. Et en fait, je tiens une demi-journée. C'est-à-dire qu'au bout d'une demi-journée, on part déjeuner avec des collègues qui sont aussi des amis. Et en fait, je sors, dès que j'ai fermé la porte de l'immeuble du bureau, je recommence à pleurer et là, je ne peux plus m'arrêter en fait. C'est plus tard que je me rends compte que en fait, c'est un burn-out, mais que c'est un burn-out qui se transforme en dépression. Voilà, qu'il y a autre chose derrière, parce que je vais être arrêtée après pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, je ne suis pas en capacité de travailler. Pendant 1 an, je suis en incapacité totale dans le quotidien. Même je suis en incapacité d'aller boire un verre. Ça nous est arrivé avec mon mari, ils me disent allez viens, on sort, on va manger au restaurant, boire un café. À ce moment-là, je regarde les gens autour de moi et je me mets à pleurer. Enfin, plus rien n'a de sens. Vraiment, plus rien n'a de sens. C'est une maladie en fait, la dépression. À l'époque, je ne le perçois pas comme ça. À l'époque, je suis dans une culpabilité énorme d'être incapable de faire. Dans cet environnement où faire, c'est exister. Quand tu es en ville, si tu ne fais pas, si tu ne fais rien, si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas une vie sociale, il n'y a pas d'autre moyen d'exister. En 2019, ça commence à aller mieux. Tu vois, ça fait 1 an que je suis arrêtée et quand même, ça commence à aller mieux. Je retrouve un peu la lumière, je pleure moins, j'arrive à sortir, j'arrive à revoir des gens. J'arrive à prendre un peu de recul et à essayer d'analyser la situation et à comprendre que oui, dans l'équation de ce qui fait que je ne vais pas bien et que je suis coupée de moi-même, c'est aussi mon environnement, mon lieu de vie. Que le fait de vivre en ville, dans une grande métropole qu'est Paris, que c'est dans l'équation, ça fait partie des choses qui ne vont pas et qu'il faut que je change. Il y a eu plusieurs fois l'envie de partir, mais avec le quotidien, avec le fait que mon travail était de toute façon sur site, j'étais obligée d'aller au bureau à Paris. Bon, c'était pas possible, donc j'ai mis ça de côté. Là, j'ai la possibilité de construire ça. Et ça m'amène un bol d'air et pour la première fois depuis que j'ai fait mon burn-out, j'arrive à me projeter dans quelque chose. Et donc, on est à fond avec Manu, mon mari. On est à fond. Évidemment, moi je viens de Corse, donc forcément t'envisages à un moment de revenir là où t'as grandi. Bon, j'ai pas eu cette envie-là. Manu, lui, vient de Moselle. Bon, ça ne m'attirait pas plus que ça. Et donc, on envisage le Vercors, un petit village dans le Vercors. Puis finalement, ça ne le fait pas. Puis à un moment, on envisage Montpellier, mais là, c'est beaucoup plus sérieux. Et on se dit, ah ouais, vraiment, c'est acté, on y va. Et puis, le projet Périclite. Parce que aussi, à ce moment-là, il y a pas mal de peurs qui apparaissent. Je me dis, mais professionnellement, comment je vais faire ? Socialement, est-ce que je vais pas un peu m'ennuyer ? Parce que j'ai grandi quand même avec l'idée que c'est à Paris que ça se passe. Et je pense qu'on a tous grandi avec cette idée parce que notre culture, elle est très très centralisée pour tout, au niveau administratif, mais pas que en réalité. C'est comme un passage obligé quelque part. Et un endroit où c'est là où il y aurait les jobs intéressants, c'est là où il y aurait où il faudrait être, quoi, parce que c'est là où ça se passerait. C'est sûr que financièrement, il y a aussi une inquiétude parce que moi je travaille pas, je ne sais pas ce que je veux faire,
Manu, lui, sa reconversion, ça y est, ça commence à marcher, mais globalement, il gagne quand même beaucoup moins qu'avant. Quand tu es entre contrôleur de gestion et journaliste pigiste, il y a un petit gap. Donc, bah oui, on a un niveau de vie qui a baissé et c'est un choix qu'on a fait. Et à ce moment-là, clairement, on a fait le choix de notre bien-être. Mais il faut quand même une forme de sécurité financière aussi pour élaborer ce genre de projet. Pour changer de vie, il faut cette sécurité financière. Moi, je me dis, mais comment font les autres en fait? Et donc là, je fais ma journaliste, j'appelle des gens que je connais qui ont déjà quitté Paris et ils me parlent d'autres gens que j'appelle aussi de leur part. Et en fait, comme ça, après plusieurs entretiens où je demande aux gens, je cherche un peu le mode d'emploi en fait. Je dis, mais comment t'as fait toi? Est-ce que t'as d'abord trouvé un job ou est-ce que t'as d'abord choisi l'endroit où tu voulais aller vivre? Voilà, un peu le mode d'emploi, je cherche. Et en fait, il y a une chose qui me touche, au-delà du ras-le-bol de la ville, du manque d'espace vital, du ras-le-bol de la pollution, du stress, du trop de monde. Il y a un autre élément, moi, qui me plaît chez les personnes avec qui je parle, c'est qu'elles ont toutes vécu une espèce de moment de rupture, en fait, dans leur vie. Et ce moment-là, il y a un avant et un après chez toutes les personnes avec qui je parle. Un peu comme moi, en fait, quand j'ai fait mon burn-out. Ouais, il y a un avant et un après. Je suis plus la même. En tout cas, j'ai plus envie d'être la même. Mais je sais pas qui j'ai envie d'être. Et chez eux aussi, il y a eu ça. Et en fait, le point commun des gens qui déménagent, c'est tous qu'ils ont besoin d'un nouvel espace, un nouveau territoire un peu vierge, d'une certaine façon, pour se réinventer, pour faire peau neuve, pour aller vers qui ils ont envie d'être. Et ça peut être un burn-out, une dépression, un divorce, ou voilà, des événements dits négatifs, mais ça peut être aussi des choses plus positives, comme une rencontre amoureuse, ou la naissance d'un enfant, beaucoup la naissance d'enfants, ça c'est vrai, ça fait partie aussi beaucoup des raisons. Mais voilà, en tout cas, cet aspect-là, moi, ça me touche. Et je me dis, ah, mais moi qui ai toujours envie de faire de la radio, du podcast, je me dis, ah bah go. Et donc, j'appelle ça le projet Quitter Paris. Et donc, je commence à écrire. J'ai un cahier, j'écris voilà, des idées, des envies. Et j'achète un micro. Et puis, je me lance. Et c'est génial. Et j'adore. Et pour moi, c'est aussi une manière de me remettre un peu au travail, quoi. Et en fait, non seulement ce projet, il m'aide à construire mon départ, mais il me réconcilie aussi avec mon métier de journaliste. Parce que finalement, moi, c'est ça que j'aime dans mon métier. C'est aller à la rencontre des autres, les écouter, leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont traversé, comprendre par quel chemin ils ont passé. Et puis, en parallèle, il y a un truc avec cette centralisation parisienne qui commence vraiment à m'énerver. Où je me dis qu'en fait, ça prend trop de place dans nos constructions mentales, dans notre manière d'envisager la vie, quoi. À ce moment-là, je me souviens d'une phrase que me disait ma grand-mère. Donc moi, j'ai grandi en Corse, et ma grand-mère me disait, après, quand j'étais ado, etc., elle me disait, ah, tu verras quand tu seras à Paris. C'était comme une espèce de promesse assez brillante. Et là, tout à coup, je me dis, mais en fait quoi, j'étais dans l'antichambre de la vie, quoi. Enfin, alors que pas du tout. Voilà, c'est vraiment cette culture de la centralisation qui nous conditionne aussi. Et donc, j'ai vraiment envie de tordre le cou à ce truc-là. Et du coup, en juin 2020, quand on déconfine, je lance le podcast. Forcément, il a un écho particulier à ce moment-là. En janvier 2021, ma sœur, qui est la première auditrice du podcast, ma sœur Anne, elle me dit « Valérie, dans 6 mois, je suis à Toulouse. » Ah ouais. Et quand elle me dit ça, bah moi je me rends compte qu'en fait, il y a aussi un des trucs qui me retient à Paris, c'est qu'elle est là. Nous, on est très proches. On se voit tout le temps. On est tout le temps ensemble. On s'appelle quasiment tous les jours.
On se voit quasiment tous les week-ends. Nos enfants ont 9 mois d'écart. Enfin, voilà, on est très clanique, quoi. Dans notre fonctionnement, on est très très proches. Le fait qu'elle me dise qu'elle a acté son départ, ça déloque un truc, ça déverrouille un truc chez moi. Et forcément, je me dis, je vais aller voir Toulouse, on verra. Et donc au mois de février, on part avec les enfants et Manu, on va passer 2 semaines là-bas, 1 semaine près de Toulouse où on vadrouille, et puis la semaine d'après, on part dans les Pyrénées, et là on se dit, ah oui, les Pyrénées c'est à 1 heure, 1 heure et demie de Toulouse. Il y a quelque chose d'un peu fou qui se passe à ce moment-là quand je rencontre les Pyrénées. Ça peut paraître bizarre comme formule, mais vraiment c'est une rencontre où il y a une grosse émotion, quoi. Et ça nous plaît. Ça nous plaît beaucoup. On se dit, allez, ok. Nous aussi, dans 6 mois, on est à Toulouse. Et on enclenche. On loue une maison au mois de mai, et au mois de juin, on déménage. À ce moment-là, on est tous les deux à notre compte. Moi, j'ai du chômage. Je me dis qu'il y a quelque chose de possible dans le podcast. Je ne sais pas bien quoi encore, mais en tout cas, ça me plaît et je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, c'est à construire. Et en même temps, c'est hyper inconfortable, ce champ des possibles, parce que t'as fait un gros move, mais t'as rien fait encore. Donc, et tout est à faire. Et c'est un peu inconfortable parce que je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie avec le podcast? Est-ce que je vais me sentir à ma place dans ce nouvel endroit? Pour le moment, les premiers mois, c'est pas le cas. Je suis très contente d'avoir déménagé de Paris. Ça, je sais que c'est une seule chose dont je suis sûre, c'est que je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est clair. On cherche une maison à acheter. C'est quand même assez cher déjà, la région toulousaine. Et donc, j'avais pas réalisé que oui, quand même, Toulouse, c'est une ville assez attractive. Et donc, forcément, le prix de l'immobilier, il est assez cher. Et un jour, dans ma boîte mail, je reçois une annonce de PAP. Et vraiment, mais tout de suite, la photo, j'ai un énorme coup de cœur. On rencontre la proprio. Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe aussi avec elle où une espèce de confiance tout de suite. Tu vois, elle est très douce. Vraiment, il y a un truc sympathique qui se passe. Et puis, cette maison, elle est incroyable. C'est à la fois très atypique, la maison, et en même temps très fonctionnel. Donc, c'est tout ce que j'aime. Donc, 1 an et demi après être arrivé à Toulouse, on achète cette maison. Et c'est super. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que j'ai dit ciao Paris. Il y a une équation chouette parce que il y a ce côté village et en même temps, je suis à 30 minutes du centre de Toulouse. Donc, quand j'ai besoin de mon shoot de ville, j'y vais. Donc, de ce point de vue-là, moi, j'ai trouvé un bon équilibre parce que je voulais dire ciao Paris, je voulais retrouver du lien avec la nature, mais je voulais quand même rester pas trop loin de la ville. Moi, pour mon travail, je me déplace partout. Enfin, je bouge beaucoup, donc il fallait quand même rester accessible, quoi. Donc c'est le compromis parfait. Professionnellement, j'ai construit mon activité, ça n'a pas été facile. Les 2 premières années, c'était vraiment pas évident. Ciao Paris continue, le podcast. Ça représente une partie de mes revenus. C'est un sujet qui m'intéresse toujours autant. Et ça m'a permis aussi une chose, c'est que ce centralisme parisien dont je parlais tout à l'heure, qui m'énervait au départ parce que ça m'empêchait de quitter Paris, en fait, ça me permet d'aller travailler ça. Et ça me permet d'aller aussi défendre ce à quoi je crois, que oui, on peut réinventer sa vie ailleurs, hors de Paris, la réussir professionnellement, la réussir personnellement, et que tous les modèles sont possibles en fait. Tu peux rester en lien avec Paris ou pas, mais en tout cas, c'est possible. Ce qui a changé par rapport à ma vie d'avant, c'est que je m'écoute plus, je me fais plus confiance. Vraiment, ce projet, d'avoir mené ce projet et cette reconversion, ça m'a permis de gagner en confiance en moi, de m'écouter, de retrouver ce lien
cette connexion que j'avais que j'avais complètement coupée et qui a fait que j'ai été dans le mur en fait. Ce qui a changé aussi, c'est mon rapport avec le travail, où maintenant j'y mets mes convictions, vraiment. Enfin, si c'est pas quelque chose que je suis en capacité de défendre, je n'y vais plus. Après, côté financier, c'est un équilibre. Moi, il a fallu que je réinvente complètement une nouvelle façon de gagner ma vie. Parce que j'avais été salariée quasiment toute ma vie. Là, il fallait vraiment que j'invente, c'était un nouveau média, le podcast, un nouveau métier, entrepreneur. Donc, il a fallu une phase, effectivement, où on a beaucoup réduit notre niveau de vie. Parce qu'en plus, on avait mis toute la thune dans la maison, on n'avait pas la capacité d'emprunter. Donc, on avait mis tout l'argent dans la maison. Donc, il nous restait un tout petit peu d'économie, mais pas non plus des masses. Et donc, il a fallu inventer. Et donc, en fait, depuis l'année dernière, depuis 2024, donc ça m'a pris 3 ans quand même, ça y est, j'arrive à me payer sur mon activité d'indépendante. À la fois avec Ciao Paris et à la fois avec mes autres activités de création de podcasts et d'autres. Mais ça a été long quand même. Ça a été long. 3 ans pour y arriver, mais là, ça y est. Au départ, j'interviewais que des gens qui venaient d'Île-de-France. Et maintenant, j'interviewe aussi des gens qui ont vécu à Londres ou qui ont quitté Lyon ou qui ont quitté là récemment. J'en ai interviewé un qui a quitté Lausanne pour revenir à la campagne. Je trouve que c'est la même chose en fait. C'est la même chose, ça participe à ce même mouvement de fond qui existe vraiment. Alors, il n'y a pas eu d'exode urbain. Bien sûr que non, il n'y a pas eu d'exode urbain massif. Mais il y a une remise en question de ce modèle-là, de mode de vie urbain dans les grandes métropoles, parce que ce qu'on vit en ce moment collectivement, au niveau de la planète, que ce soit au niveau écologique, au niveau politique, ça nous oblige à remettre en question nos modes de vie. Si on le fait pas, on va dans le mur en fait. Et donc en fait, j'avais interviewé Jean Viard qui disait, il m'avait dit une chose que j'avais trouvée assez jolie, c'est que tous les gens qui changent de vie, quoi qu'ils fassent, qui déménagent ou d'autres qui se reconvertissent ou même qui divorcent, voilà. Mais tous les gens qui changent de vie, là, c'est des gens qui essayent de s'adapter en fait au changement profond qu'on est en train de vivre, socialement, sociétalement. C'est des gens qui essayent de s'adapter et une manière de s'adapter, c'est de se réinventer en fait.